Tout le monde parle de l'énorme dos de Sean Brady, mais perso, quand j'ai vu ses biceps, je me suis dit, qui est Brady? L'UFC Londres, c'est ce samedi aux heures européennes et nous avons en main event Sean Brady contre Leon Edwards. Il est onctueux celui-ci. C'est non. Un co-main event qui pourrait mettre le vainqueur dans la liste des challengers au titre de Magomed Ankalaev. Pas mal pour un Fight Night d'avoir deux combats avec des implications pour le titre, qui est en plus complété par des chouettes oppositions comme Kevin Holland contre Gunnar Nelson ou par des guerres techniques garanties avec par exemple Morgan Charrière contre Nathaniel Wood, mais aussi Chris Duncan contre Jordan Vicenic. Allez, on vous analyse tout ça sous l'angle des codes de Paris, juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Nathaniel Wood est à la 33e place de notre classement. Le poulain de Brad Pickett possède 20 victoires en 26 combats professionnels avec un palmarès à 8-3 sous la bannière de l'UFC. En intro, je parlais d'un style complet qui est supporté par son taux de finish. 65% de ses combats terminent avant la limite avec 7 KO, 6 soumissions et donc 7 décisions. Morgan Charrière est 13 places derrière dans notre ranking. Le représentant de la team Chapaquente et de l'US Metro a 31 combats d'expérience déjà avec 20 victoires, 10 défaites et une égalité. Il est à 2-1 à l'UFC. Dans sa carrière, on a vu 12 KO et 3 soumissions remportées par le dernier pirate, soit 75% de victoires avant la limite. Morgan mesure 1m73, soit 5 cm de plus que son adversaire, mais ils ont la même allonge d'1m75. Les statistiques supportent un Nathaniel Wood qui cherche à toucher plus, mais un Morgan qui cherche à toucher plus fort. L'anglais touche ses adversaires 5,75 fois à la minute, le français 3,87 fois. La lutte est envisageable d'un côté comme de l'autre. Nathaniel Wood shoot en moyenne une fois par round avec un succès à 48%. Morgan a obtenu 4 takedowns sur 7 tentés au cours de ses 3 combats à l'UFC. Nathaniel Wood est passé chez les featherweight en 2022 en battant Charles Rosa. Il enchaînera une victoire sur Charles Jourdain à Paris, puis contre André Fili avant de s'incliner face à Naimov. Il rebondit bien dans sa dernière sortie contre Daniel Pineda en juillet dernier. Morgan Charrière a fini son long run Cage Warriors en enchaînant 2 TKO contre Pedro Souza et Diego Silva pour lui ouvrir les portes de l'UFC. Il débute par un KO premier round sur Zeklini au deuxième UFC Paris, puis se heurte sur une décision partagée perdue face à Chepe Mariscal. Lors du dernier UFC Paris, il l'emporte par KO sur Gabriel Miranda. On commence par un combat qu'on a déjà analysé, Nathaniel Wood contre Morgan Charrière. On l'a analysé il y a un petit temps, c'était mardi de la semaine passée. Donc on était content, pour résumer, on était content de voir le respect des oddmakers qui mettent Charrière bien favori dans un combat qui nous semble se rapprocher du 50-50. Alors je suis allé écouter ce qu'en disent les parieurs internationaux. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a deux théories que je voulais partager. Donc il y a un parieur qui dit, et c'est quelque chose dont on a déjà discuté sur ces épisodes-ci, sur les épisodes Unibet, c'est que les oddmakers voient quelque chose qu'on ne voit pas, qu'ils veulent rendre la cote de Wood intéressante pour que les gens se positionnent dessus, et c'est un piège car il y aurait un boulevard pour Morgan. Et donc ce parieur s'est positionné sur Morgan. De l'autre côté, j'ai entendu un parieur international qui dit que les oddmakers ont tiré les cotes à l'avantage de Morgan car il a une grosse fanbase. Et c'est vrai que ça, c'est un truc dont on n'a jamais discuté et on n'a pas accès évidemment à ces données. Mais si tu es un oddmaker et que tu te rends compte qu'à chaque fois que Morgan combat, il y a pas mal de comptes qui parient peu ou des nouveaux comptes qui se positionnent à l'aveugle sur Morgan à chacun de ses combats, c'est mieux pour les sites de paris de rendre sa cote moins intéressante par défaut. Et donc ce gars a parié sur Wood en disant que la valeur se trouvait du côté de l'anglais. Voilà, je voulais juste partager ces deux hypothèses parce que je les trouve assez intéressantes. Bref, Morgan est maintenant à 1,58 contre 2,25 pour Wood. On est donc légèrement en dessous du 60-40. Quand on a enregistré la semaine passée, Morgan était à 1,40 et Wood à 2,50. Donc les cotes se sont resserrées. Ça veut dire qu'il y a un peu plus d'argent qui est rentré sur Wood depuis mardi passé. Est-ce que toi, tu te positionnes sur ce combat? Je pense que je vais me positionner. Ah, Je pense que sur j'aime. Quelqu'un ou sur une durée? Je pense que non, sur un combattant. Okay. J'aime bien tes deux théories parce que au final, j'ai écouté un petit peu après, enfin cette semaine les différents
podcasteurs sur YouTube un petit peu ce qu'ils pensaient du combat. Et c'est vrai que étonnamment, pas mal de monde voit Wood favori, tu vois. Et Ok. comme nous, était étonné de voir une cote aussi élevée. D'accord. Et étonnamment aussi, pas mal se positionner sur Wood quand on leur demandait qui voyait gagner. Wood Se positionner en mode pronostic ou en en mode mode pari? pronostic, Wood à En la mode- décision, Ok. tu vois. Ce qui Ok. est, enfin voilà, moi je pensais qu'il y avait une omerta dans le, dans le YouTube game sur les combattants français, mais bon, je trouve ça honnête. Ah, donc Et tu parles t'es allé écouter des podcasts français. français, ouais. Ok, ok. Ouais. Donc c'est bien, chacun, enfin voilà, se positionne et je trouve ça très bien. Bref, moi j'aime bien ta deuxième théorie parce que je t'avoue que je me suis positionné hier et je vais parier sur Charrière, moi. Ok. Et je parie sur cette théorie de les oddsmakers voient quelque chose qu'on ne voit pas. Et en fait, j'ai la vision d'un Wood qui a été touché au corps, tout simplement, avec un tip kick. Et Ok. hop, il descend, il est touché. Et voilà, je vois une victoire. Et donc, moi, je vais me positionner. Alors, je vais pas mettre des milliers des cents, hein, bien évidemment, mais je vais me positionner sur Morgan à 4,50, victoire par KO TKO. Oh oui, ok, tu vas sur le scénario carrément, ouais, à Ah ouais, 4,50 ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais. Ok. Ah oui, l'autre cote me semble un petit peu risqué, surtout quand on va sur le chemin de la décision, pour tout Mhm. ce qu'on a pu dire bien avant. Et, et même, tu vois, sur le narratif, moi, en tout cas, dans mon livre, pour Morgan, j'ai un 3-0, tu vois. J'avais scoré sa défaite par décision partagée, je l'avais scoré pour lui. On est pas mal de fois revenu dessus. Moi, je pense qu'il y a eu aussi un effet local, non pas Mhm. que des arbitres aient voulu voir l'autre gagner, mais voilà, une énergie un petit peu différente qui allait dans le sens de son adversaire. Bref, moi, je vais mettre un quart d'unité, donc je vais mettre 0,25, victoire Pour par. récupérer un peu plus qu'une unité quoi. Voilà. Donc, c'est clair que c'est comme je vais chercher un petit peu plus loin enfin voilà, je vais vraiment chercher le scénario. Et bien, je vais pas non plus abuser, même si on est dans une dynamique, en tout cas, de pouvoir dépenser tout ce qu'on mise par mois. Ouais, Donc on voilà. a notre budget, ouais. Mais après, c'est logique, c'est vrai que quand tu te positionnes sur un scénario, en général, tu prends moins de risques. Tu mets moins Oui, d'unités, voilà. c'est logique. Donc là, on discutait à un moment d'avoir genre 10 unités par mois, et puis à la fin du mois, s'il nous reste 3 unités, on pose, quoi, tu vois. On Mhm. finit par poser, quoi qu'il arrive, pour le plaisir du jeu, tu vois. Mais Ouais. bon, là, je reste sur 0,25 pour montrer aussi que, enfin voilà, ça reste un pari relativement risqué, quoi. Ouais, moi, c'est le genre de combat où je vais rester loin. Je pouvais me laisser tenter par un combat qui va à la décision. J'avais dit d'ailleurs si sur unibet.fr on avait des cotes sur une décision partagée, je me serais positionné dessus puisque je vois ça comme un combat vraiment serré qui peut être difficile à scorer, mais ça n'existe pas. Et donc ici, j'avoue en entendant les deux hypothèses, je me suis dit il y a peut-être un peu des deux même. Et s'il y a un peu des deux, ça veut dire que la cote reflète, il y a pas de valeur ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, bah, je t'avoue que Et ouais, je comprends. À la base, je me serais pas positionné, mais voilà, je pense que il y a l'enjeu derrière, il y a, ouais, ouais. enfin voilà, Et il y a c'est ça le l'ensemble truc, des c'est choses. que je trouve que quand on met des unités, ça te rajoute quelque chose au combat. Ici, j'ai pas besoin de me rajouter quoi que ce soit. Je vais vivre le combat. Par défaut, je vais le vivre à fond, donc j'ai pas besoin de mettre d'unité dessus pour avoir un enjeu supplémentaire ou une raison de le voir supplémentaire. Donc là, je vais pouvoir me poser et le kiffer tout simplement parce que, ouais, comme je le disais, un autre type de pari qui serait fun, hein, je pense que ça n'existe pas du tout sur aucun site. Mhm. Ce serait de pouvoir parier sur quel combat sera le Fight of the Night. Je Exactement, bah trouverais tu ça vois, ça méga intéressant. j'y Ouais, pensais aussi, tu vois. Ce matin, je ouais, me ouais. suis dit, ouais, tu paries Fight of the Night sur mais bon, franchement, la cote, elle doit pas être intéressante. Bah après, enfin, tu vois, Elle t'as va quand être, même 13 combats, donc pour les sites de Paris, ça peut être intéressant de se dire, ok, on met la cote à 2,5. Tu mets la cote à 2,5, ça va être intéressant. Les gens vont se dire, ouais, à 2,5, je me positionne dessus, mais t'as une douzaine d'autres combats qui peuvent leur voler ça. c'est Pour vrai. peu qu'il y ait un KO rapide ou un truc comme ça, bah, Ouais, parce tu que, pars sur un performance. ouais, tout à fait. Donc moi, je trouve, bah, tu sais quoi, après le podcast, je vais envoyer un petit message à Unibet, là, voir s'ils peuvent pas déclencher ça. On sait pas, hein, on sait pas comment ça fonctionne, comment tu ouvres un nouveau type de cote, mais Mhm. clairement, ça peut être fun de pouvoir faire ça.
Donc Wood contre Charrière, on est d'accord, c'est un sale combat sur papier. Et on va enchaîner avec un autre combat qui a également tout le potentiel d'un Fight of the Night. L'ancien champion du Cage Warriors Jordan Vucenic a un palmarès de 13 victoires et 3 défaites dans sa carrière professionnelle. Il fera son deuxième combat à l'UFC à la recherche de sa première victoire. Il a finalisé 62% de ses victoires grâce à 2 KO et 6 soumissions. Il affronte Chris Duncan, 12 victoires et 2 défaites, qui a déjà cumulé 3 victoires en 4 combats sous la bannière de l'UFC. Les 3 quarts de ses victoires sont avant la limite avec 7 KO et 2 soumissions. L'anglais a été signé à l'UFC sur 2 soumissions au Cage Warriors contre Dana et Kepa en 2024. Il n'a pas eu de cadeau en étant accueilli par Kuta Teladze dans ses débuts à l'UFC, qu'il perd à la décision. L'Écossais gagnait son deuxième combat à l'UFC par décision contre Hashmouz en juillet 2023 avant de s'incliner par étranglement contre Manuel Torres. Il s'est bien refait de cette défaite contre Bolaji Oki au dernier UFC Paris. Jordan Vucenic, agressif, dur au mal, style Muay Thai debout, grappleur opportuniste. Je t'avoue que j'étais un peu surpris quand j'ai fait le tail of the tape de voir autant de soumissions, 6, et si peu de KO, 2. Par rapport au style et aux souvenirs que j'ai de Jordan Vucenic, je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus équilibré sur ses chemins de victoire, on va dire. Il a un style qui plaît au public. Et là, il est face à Chris Duncan, qui est un athlète en pleine progression, je dirais. Quand il arrive à l'UFC, franchement, je me disais, ok, il n'a pas spécialement le calibre. Et il est à 3-1 à l'UFC. Il s'entraîne à l'ATT. C'est plutôt un striker. Comment est-ce que tu vois cette opposition se dérouler? Comment je vois cette opposition se dérouler? Je vois un Vucenic être supérieur techniquement. Je pense qu'en termes de striking, il est très très bon et il est assez crisp, il est rapide. Je le vois largement supérieur. Maintenant, de l'autre côté, on a un Duncan qui frappe fort, qui met de la pression, qui pourrait prendre vraiment des bons moments et qui est opportuniste aussi. Mais non, pour moi, je vois un Vucenic l'emporter, ouais, facilement. Non, je vais pas dire facilement, mais j'espère que ce sera un combat qui va pouvoir mettre un petit peu en lumière Jordan Vucenic. Ceux qui l'ont découvert, alors son dernier combat, franchement, le premier round qu'il a fait contre Kuta Teladze était incroyable. Ouais. Et je me demande comment il a fait. Enfin, en face, Kuta Teladze a fait un magnifique boulot pour reprendre les rounds, mais voilà, c'est à la fin du premier round, tu dis comment il va gagner, tu vois. Bien sûr, ouais, c'est un short notice en plus, hein. Début en short notice contre Kuta Teladze, c'était pas un cadeau du tout, donc. Non, du tout. Hein. Grosse perf, ouais, grosse perf. Et donc voilà, donc je pense que c'est un combat qui va se maintenir debout. Qui va rester debout. Peut-être un Duncan qui va vouloir shooter. On l'a déjà vu un petit peu utiliser sa lutte. Mais je vois même sur cet aspect-là, tu en as parlé, Vucenic, il est quand même... il est bon un petit peu dans tous les domaines, tu vois. Ouais, hein, il a quand même une bonne lutte. Il est très bon au sol, je trouve. Je pense que c'est quelqu'un qui est très appliqué, talentueux, et c'est un gros bosseur. Ouais, ça on le sait. Hein. Il fait des gros sparring aussi. Il a la réputation de faire des sparring comme il combat. Donc difficile de trouver des partenaires d'entraînement. Mais en tout cas, sur la question des soumissions, pour moi, elles sont à mettre sur l'aspect un peu très bon élève. Donc plutôt striker, je pense qu'il était plutôt en striking au début de carrière, non? C'est possible? Ouais, tout à fait. Il a un background de Muay Thai. Voilà, il a fait une reconversion en MMA et je pense qu'il a fait énormément de sol, énormément de lutte pour rattraper le retard et en devenir un très bon élève. Et ça se ressent notamment dans ses résultats et dans sa manière de gagner. Et je me rappelle à l'époque quand il avait combattu contre Commandé, en face, l'équipe française s'attendait à un striker. Je pense que Commandé nous avait dit aussi qu'il s'attendait à un striker. Et Vucenic avait dans son game plan, prévu de le mettre au sol et montrer son niveau en lutte. Et il l'avait battu, notamment grâce à la lutte, quoi. Dès qu'il y avait une ouverture, et ça en devenait, t'attends à pouvoir échanger. Et puis, lui est parti complètement dans l'autre scénario. Et il a lutté. Il est arrivé en plus avec un short de type Muay Thai, tout le bazar, tu vois. Je me rappelle, ouais, t'arrives avec un short Muay Thai, donc les gens disent ok, c'est bon, il va me striker, et puis en fait, tu viens pour lutter. Du tout. Donc voilà. C'est un style de feinte. En tout cas, ça a bien fonctionné, hein. Ça arrive, ce genre de choses dans pas mal de combats. Tu as des attentes sur un adversaire, et puis au final,
Enfin, moi, je l'avais déjà fait, tu vois, le premier combat que j'ai fait en gaucher, et le gars, c'est au deuxième round qui s'est rendu compte que j'étais gaucher, tu vois. T'es là, tu vois, mon ami. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est au deuxième round que tu te rends compte que le gars, il est là juste pour te lutter. Et le temps que Ouais. tu changes ton cerveau un petit peu, bah, c'est trop tard. Donc voilà, pour un Vucenic, je pense que ça va être un gars qui va nous faire un très très beau combat. Très bon élève. Voilà, sur ses défaites, c'est souvent... Comment on pourrait dire ça? Bon, alors là, sur son dernier, je pense qu'il y avait un petit manque de cardio. Et puis parfois, je trouve un petit manque de chance, tu vois. Ouais. Ça reste quand même quelque chose d'important, la chance, tu vois. Donc, Ouais, sauf contre la revanche contre Paul Hughes, voilà, là c'était juste une différence ah oui, oui, oui. de niveau, quoi. Ouais, clairement. Dans la revanche, évidemment, parce que le premier combat, il gagne à la split. Un très très beau combat, d'ailleurs, si vous voulez aller vous faire Ouais. un petit kiff. Paul Hughes contre Vucenic, peu importe lequel, mais leur premier combat était vraiment agréable à regarder. Non, mais chance dans le sens où t'as pas genre une erreur de l'adversaire, que il a toujours des gars qui font des très bons combats en face de lui, tu vois. Ouais. T'as des combats Ah, des c'est vrai. fois où l'adversaire fait une boulette et puis bah voilà, hein, tu gagnes ton combat, pas réellement grâce à tes compétences, mais parce que des fois il faut un petit peu de chance, tu vois. Ouais, contre James Hendin, il y a un peu ça. Enfin, quoique, il va la chercher sa soumission. Donc, Mm. mais bon, voilà, il est assez opportuniste. Donc évidemment, si son adversaire fait une erreur, ben, il va capitaliser dessus. Et s'il fait pas, ben, forcément, ça rend le combat compliqué. D'autant plus que lui aussi, hein, à l'image de beaucoup de combattants qui viennent du Cage Warriors, il n'y a pas eu de raccourci. Du tout. Il a pris que des bons noms, donc il arrive avec une bonne expérience à l'UFC. Et d'ailleurs, voilà, il est gros favori dans ce combat. 1,22 contre 3,90. On est au-dessus du 75-25 pour Vucenic. J'avoue que ça m'ennuie. J'espérais que le narratif rapproche les cotes. Je suis aussi très high sur Vucenic, particulièrement dans ce combat. Je trouve que même s'il est monté de featherweight à lightweight, ça reste un lightweight assez imposant. Ouais. Il n'avait pas l'air d'être en déficit de quoi que ce Du soit tout. contre Guram. Comme tu dis, je pense qu'il est meilleur debout. Si pour une raison X ou Y, Duncan arrive à le collecter debout sans le finaliser, je pense que Vucenic a aussi un chemin de victoire en utilisant sa lutte et son sol. Donc pour moi, il a beaucoup de manières de remporter ce combat. Il est simplement meilleur. De là à me placer sur son 1.22, je suis moins sûr. Peut-être, hein, parce que j'ai quand même une grosse confiance en lui, en sa capacité à gagner ce combat. Maintenant, voilà, si je veux gagner une unité sur ce combat, j'ai en miser 5. Donc là, je suis pas sûr. Donc je vais un peu réfléchir. C'est pas impossible que je me place sur Vucenic ou bien sur violence. Donc un combat qui voit pas la limite, mais je sais pas combien est la cote. 1,56, tiens. Ça pourrait m'intéresser, ça. Aussi, Alors, 1,56 je avant pense la que limite. je pense que pas mal pourrait voir aussi un dog or pass sur Duncan, notamment vis-à-vis de sa puissance de frappe, tu vois. Ouais. Et comme je dis, je trouve que Vucenic n'a pas toujours de la chance, entre guillemets, quoi. Et voilà. Moi, personnellement, je vais me positionner sur le nombre de rounds. Je pense que je vais mettre une unité et je pense que le combat va durer plus d'un round et demi. Et la cote est à 1,51. J'ai du mal à... Je pense que Duncan tape fort, surtout au premier round, qu'il est opportuniste. Hein. Sa dernière victoire avec la guillotine a été... c'est très efficace, tu vois. Et donc, je m'attends à un Vucenic qui va être relativement patient. C'est un gars qui a goûté les 5 rounds, qui a goûté les décisions, qui sait qu'un combat, que c'est compliqué à ce niveau-là de pouvoir soumettre ou mettre KO, qui va être relativement prudent. Et je mettrais bien, je vais mettre une unité. Je pense que ça va durer plus d'un round et demi. Je vais pas mettre un combat à la décision parce que ça reste un peu risqué, tu vois. Mais Ouais, je pense qu'il y aura le public. Il y aura le fait que si t'en as un des deux qui gagne les deux premiers, je crois que l'autre aura le profil un peu d'aller faire le tout pour le tout. ouais. Et donc effectivement, la décision est toujours possible, bien entendu, mais je crois qu'il y a beaucoup de chemins de finish, comme tu l'as dit. Je Duncan, pense. Ouais. il frappe fort, il est assez opportuniste. Vucenic, il peut aller taper un TKO, il peut prendre une soumission à la volée. On a vu un Duncan se faire finaliser par étranglement arrière. On peut voir aussi un Vucenic venir avec une stratégie pour aller prendre le dos. Donc ouais, il y a beaucoup de chemins de finish dans ce combat. Alors ça reste un petit peu osé, hein, parce que Duncan, il a quand même sur ses dernières victoires-défaites. Beaucoup au premier round. Ouais, il y a dans ces derniers combats, il y a deux
2 victoires. Donc, Contenders, il avait gagné premier round par Crochet. un crochet. Il a perdu Par Manuel Torres par étranglement. Ouais. Et puis, son premier Contenders, il avait perdu au 2e round. Oh, c'était vraiment... Tu vois, c'est pour ça que je ne me vois pas partir sur une décision. Parce que je trouve qu'au fur et à mesure, des rounds, il peut faire des erreurs, tu vois. Ouais, et justement, on arrive à ce niveau à l'UFC où les deux viennent bien préparés. Donc, je pense, comme tu l'as souligné, Vucenic va être conscient des dangers au début. Il va peut-être être un tout petit peu plus prudent sur le début et puis ouvrir son jeu plus tard dans le combat. Et Duncan va peut-être accepter le côté prudent de Vucenic et pas vouloir trop ouvrir trop vite non plus. Et donc, ouais, je peux clairement voir le combat durer plus que la moitié. Ok, avant d'avancer, on tient à remercier notre sponsor principal et évidemment celui qui couvre tout cet épisode, Unibet.fr. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal, Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un freebet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Molly McCann accueille Alexia Tainara à l'UFC. La combattante de Liverpool possède 14 victoires en 21 combats avec 7 victoires et 6 défaites sous la bannière de l'UFC. La moitié de ces victoires sont avant la limite avec 6 KO, incluant 2 coups de coude retournés et une soumission. La brésilienne est à 11-1 en carrière avec 6 soumissions et 1 KO, soit 64% de ses victoires avant la limite. Molly McCann a pris une clé de bras contre Stoliarenko en 2023, puis a mis une clé de bras sur Belbita en février 2024. Cette dernière sortie, à l'UFC 304, était une défaite contre Brésil. Alexia Tainara a été sélectionnée pour le Contender Series sur une série de 8 victoires, terminant par Sabrina Oliveira en août 2023 et en prenant la ceinture du SFT par étranglement sur Tayane Souza. Elle a pris le 0 d'invincibilité à la décision contre Conceição pour se faire signer à l'UFC. Short notice pour la brésilienne face à la combattante presque locale. Molly McCann, c'est aussi une dure au mal, rien d'exceptionnel dans son jeu, elle peut frapper dur, elle a vraiment le nez pour les coups de coude retournés, elle peut être un peu bully, elle va au charbon, mais elle a des manquements techniques, principalement au sol. Alexia Tainara, je suis pas convaincu. J'ai un peu regardé ses combats, ça a l'air d'être une bonne grappleuse, le striking est pas ouf, elle a pas vraiment l'air d'avoir un schéma de victoire. Bon, elle est encore un peu jeune dans sa carrière professionnelle, elle n'a pas beaucoup d'expérience à haut niveau. Donc voilà, moi j'ai presque envie de dire que c'est un dog or pass de mon côté. McCann est à 2,40, Tainara est à 1,51. On est au-dessus du 60-40 pour la brésilienne. Et voilà, comme je le dis, elle est un peu green. C'est un short notice pour elle. T'as presque envie d'aller d'aller te positionner sur la locale qui est préparée et expérimentée à haut niveau. Mais voilà, je suis pas convaincu de vouloir me positionner et de mettre des unités sur McCann. Ouais, bah écoute, moi, c'est le combat que que j'avais oublié dans ma liste. Et donc, je me suis forcé à aller regarder. Je dis non, Brian, sois sérieux, va regarder qui sont ces combattantes. Et ça a été... c'était difficile de regarder Alexia Tainara, là, ces combats... à 8h le matin, quoi. Donc, je vous remercie pas, les amis, mais je l'ai fait. C'était très compliqué. Écoute, je suis d'accord. Quand j'ai vu les cotes, après avoir vu Tainara, je me suis dit, attends, la nana, elle doit être bien, quoi, tu vois, pour être aussi bien. Wow, c'était une épreuve. C'était une véritable épreuve de regarder ces combats. T'as regardé lesquels? T'as regardé ceux au Jungle Fight ou? Moi, j'ai regardé ce qu'il y avait, les plus récents sur YouTube, tu vois. Okay. T'as pas vu au Contender Series? Non. Je trouve qu'il y a une progression. Il y a une progression surtout dans son pied-point. Son pied-point est absolument dégueulasse sur ses combats au Jungle Fight, on va être honnête. Au Contender Series, tu sens que ça a bossé. Mais c'est pas encore au niveau de lui. Ouais, bah, j'ai vu sur YouTube, il y en a un qui datait d'un an, tu vois. Donc ça contre reste... Sabrina Oliveira ou un truc comme ça. Je sais plus, mais bon, ça restait quand même une épreuve. Donc pour moi, c'est un dog or pass, clairement. Parce que je la trouve, en plus, physiquement, je la trouve frêle. Non, je sais pas si c'est le terme, tu vois, mais je la trouve, pas encore mature. Pas encore mature, je pense qu'elle va se faire... Ouais, je pense qu'en face, Molly McCann, tu l'as dit, c'est un petit bully, quoi, tu vois. Je pense qu'elle va bien cutter et si elle est sérieuse,
si elle est sérieuse, elle va l'allumer. Hein. Ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que si McCann vient avec une bonne stratégie de rester debout et d'essayer de bully debout, je la vois rouler dessus. Oui, je suis d'accord. Maintenant, McCann, elle peut toujours faire cette erreur de mettre un bras, knock de mettre un bras comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et franchement, elle a des victoires Tainara par clé de bras, hein, je dis pas de bêtises, hein. Même plus qu'une. Hein. Une en 8 secondes, il me semble. Ouais. Je pense qu'elle a une clé de bras en 8 secondes. Comment tu fais ça? Ouais, c'est ça. Donc, contre Almeida, premier round, 8 secondes. Bon, la meuf était à 0-1 pendant qu'elle était à 7-1. Ah non, attends, c'est une blague. Elle a 2 clés de bras en 8 secondes au premier round. Ah ouais. 2 fois contre une 0-1. Et une fois quand elle était à 5-1, une fois quand elle était à 7-1. C'est abusé, quoi. Ouais, Molly McMahon, elle nous a fait des fois des combats où, franchement, enfin, au niveau, il y a eu des trucs, c'était niveau 0-1, quoi. Ouais. Donc, effectivement, il y a un narratif où elle fait des erreurs bêtes. Ah, c'est ça. Et elle perd sur des combats qu'elle aurait dû gagner. Donc, moi, je suis convaincu par aucune des deux. Si je devais me positionner, je miserais sur Molly McMahon. Je pense que c'est le... McCann. McMahon, c'était Sarah, je pense. Ah ouais, Molly McCann. Ouais. Pour moi, c'est le dog or pass de la soirée, clairement. Ouais, bah écoute, je suis d'accord. J'ai juste besoin encore de réfléchir parce que cérébralement, j'ai un peu du mal à me dire vas-y, mets une unité sur Molly McCann. J'ai vraiment du mal. Mais clairement, elle a son chemin de victoire assez tracé. C'est une question d'être lucide ici et d'être concentré sur sa victoire. Maintenant, il y a une évolution, une progression dans son équipe au global. Je pense que Next Gen MMA fait de bons résultats à l'international et au local. Adam Cullen a de nouveau gagné au Cage Warriors la semaine passée. Donc voilà, peut-être qu'il y a une prise de maturité aussi sur l'ensemble de l'équipe qui pourrait servir à Molly McCann. Et donc, ça pourrait me rendre un peu plus confiant. On en profite. Hein, quand on se positionne pas sur les podcasts... suivez-nous sur les réseaux, Fight Minds Off sur Instagram, Fight Minds sur Twitter, puisqu'on va mettre un visuel demain avec nos cotes officielles. Il y a une évolution sur l'ensemble de l'équipe? Non. Ouais, je trouve que les combattants de Next Gen, ça fait longtemps qu'ils sont au top. Ouais, bah, je trouve qu'ils montent tous dans leur carrière, tu vois. Ah bah, pour moi, Next Gen Liverpool, ça fait partie des grosses équipes anglaises. Hein. Quand tu vois déjà le nombre de combattants qu'ils ont, le nombre de gars qui ont pris la ceinture au Cage Warriors, et puis ils ont quand même pas mal de monde. Non, ça c'est sûr. Mais tu vois, tu parles d'eux, il y a 5 ans, ils avaient personne à l'UFC. Maintenant, ils ont McCann, ils ont Pimblett, ils ont Fletcher. Elle date de quand l'équipe? Elle a été créée quand, tu vois? Parce qu'avant, t'as 2 teams, hein. Next Generation MMA et Next Generation MMA Liverpool, je crois. Si je dis pas de bêtises, tu vois. Après, mais en tout cas, comme ça reste quand même des combattants à cette génération, à l'image de Paddy Pimblett, très talentueux, mais parfois en termes de fight IQ, ça manque un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, mais par contre, je pense, voilà, comme tu le dis, hein, c'est une équipe qui fait des bons résultats depuis toujours, mais leurs bons résultats les amènent de plus en plus loin. Ah oui, il y a 5 ans, ils n'étaient pas à l'UFC. Maintenant, ils ont quelqu'un dans le top 15 UFC. Ils ont Molly McCann qui a une bonne expérience à l'UFC. Ils viennent de signer Nathan Fletcher. Il y a des combattants qui font des belles performances au Cage Warriors. Donc, en tant que coach dans cette écurie, toi aussi, tu prends en expérience parce que tu vas préparer tes gars ou tes nanas à combattre à des niveaux de plus en plus hauts, et donc toi tu prends en expérience, en pédagogie, et donc je pense que c'est bénéfique pour toute l'équipe. Donc là il y a peut-être c'est peut-être un argument, un genre de facteur X qui me fera pencher sur Molly McCann. Ouais, entièrement d'accord. On avance vers le 4e combat de la carte principale avec une opposition de style très bizarre. Kevin Holland et Gunnar Nelson croisent le fer dans une opposition de style. L'Islandais revient après une longue absence. Il affiche un palmarès de 19-5-1 avec 15 combats dont 10 remportés à l'UFC. 14 soumissions et 3 KO l'amènent à un taux de finalisation de 89%. Kevin Holland fera son 40e combat professionnel et cherchera une 27e victoire. À l'UFC, il est à 13 victoires pour 10 défaites et il gagne 85% du temps avant la limite, cumulant 13 KO et 9 soumissions dans sa carrière. Gunnar Nelson n'a
n'a plus combattu depuis 2 ans. Après avoir perdu contre Burns en 2019, il y a presque 6 ans, il a mis 3 ans pour revenir, battre Sato, puis Barberena 1 an plus tard, en mars 2023. Kevin Holland, c'est tout l'inverse. Il a combattu 7 fois depuis le dernier combat de Nelson. Il a cumulé 20 combats depuis l'antépénultième de Nelson. Ses 3 dernières sorties sont sa victoire par clé de bras sur Houssard, sa défaite sur blessure contre Dolidze et sa défaite par soumission contre RDR il y a 2 mois. Brian, Kevin Holland, j'ai l'impression d'en parler toutes les semaines, tellement il est actif. C'est comment le décrire, un talent je m'en foutiste, striker dangereux, mais qui s'en fout royalement de perdre, car il sait qu'il pourra combattre 2 mois plus tard. On dit toujours la difficulté en MMA par rapport au foot, au basket, c'est si tu perds, tu restes avec ta défaite pendant 6 mois, alors qu'au foot, si tu perds, tu peux gagner le mardi qui suit, même pas une semaine après, mais 3 jours après. Kevin Holland, c'est plus un footballeur qu'un artiste de MMA à ce niveau-là. S'il perd, il s'en fout parce que 6 semaines plus tard, il peut retrouver le chemin de la victoire. Donc, on a cette impression qu'il peut de temps en temps se dire, ouais, tu sais quoi, ce combat il est trop dur. Je me laisse perdre et puis j'essaierai de gagner le prochain. Gunnar Nelson, on ne sait pas trop, petite hype quand il débarque à l'UFC. Maintenant, il est très très peu actif avec des prestations qui sont pas toujours excellentes, même dans ses victoires. Comment est-ce que tu vois cette opposition de style à la fois sur striker grappler, sur ultra actif, non actif? Je t'ai pas envoyé le tail of the tape avant, mais Gunnar Nelson avait 3 combats pendant que Kevin Holland en a fait 20. C'est pas une blague, c'est pas une blague. Je suis pas en train d'exagérer, c'est vraiment ça les chiffres. Écoute, bon déjà c'est dans la catégorie inférieure pour Kevin Holland, non? C'est bien ça. Très gros argument. Ouais, je l'ai dans ma liste d'arguments, celui-là. 77 kilos, ça change tout. Gunnar Nelson, c'est un beau bébé, très, très bon technicien. Je pense que cette pause, ce long layoff est lié un petit peu à ses objectifs. Je pense que c'est un gars qui est arrivé à l'UFC avec l'espoir de devenir champion et c'était un petit peu son seul objectif, et quand il s'est rendu compte à 3-2 que c'était pas atteignable, en tout cas de la manière dont il espérait, et il a un peu pris une pause, tu vois. Mm-hmm. Mais il est resté actif. Il est resté actif et il est resté très bon. Moi, je l'avais vu au SBG il y a 2 ans, je crois. Ah bah attends, c'est bizarre. Un peu plus, non? C'est la dernière fois que tu es allé au SBG? Ouais, un peu moins même. Non, ouais. Ça passe vite, le temps maintenant. Ça passe tellement vite. On est âgé, Brian. Ouais, c'est vrai. Le temps passe de plus en plus vite. Ah non, il a combattu Brian Barberena. Ah oui, j'ai oublié ce combat-là. On a tous oublié ce combat-là. Moi, j'ai l'impression que son dernier, c'était contre Sato. Ah mais si, je me rappelle maintenant. Mais bon, contre Brian Barberena, c'était vraiment le... Écoute, pour moi, il va arriver quand même bien préparé. Ça reste un combattant, moi, que j'apprécie énormément. Très, très bon technicien. Mm-hmm. Debout, pas beaucoup de volume. Non. Il a remis un petit peu, entre guillemets, il est arrivé avec une garde karaté qui a pas mal influencé McGregor. Mm-hmm. Mais avec un petit peu de succès. Mais là, sur ce combat-là, je pense que son vrai chemin de victoire, il a été montré par Régnier de Rieder. Ça va être de mettre au sol. Voilà quoi, et donc par contre au sol, même si on a un adversaire en Hollande qui est très très bon au sol, je pense qu'il sera largement supérieur. Ouais, c'est ça le truc en fait, c'est que Kevin Holland, chaque fois qu'on parle de son sol, tout le monde dit ouais non mais il a un bon sol et tout, mais force est de constater qu'en MMA, il peut se faire soumettre, il peut se faire dominer au sol tout simplement. Ouais. Bah écoute, Kevin Holland est léger underdog à 2 tourons. Gunnar Nelson est à 1,73, on est proche du 50-50 avec un léger penchant pour l'Islandais. Ah, ça a bougé, ça a bougé. Ah, ça a bougé? Ouais, je crois, légèrement. J'ai pris mes notes hier soir. Alors, 1,81, 1,90, ça s'est rapproché du 50-50. Ouais, ça s'est rapproché du 50-50. T'avais pas posé sur Gunnar ou quoi? Non, en fait, non, plutôt sur Holland, en fait. J'avais un angle. Kevin Holland en welterweight, tu l'as dit, c'est important comme data. Il a 4 victoires, 3 défaites en welterweight. Ces 3 défaites, c'est pas contre des grappleurs. C'est contre MVP, contre Wonderboy et contre JDM. Donc j'ai l'impression que son souci de se faire laver au sol, ça se passe surtout en middleweight. Et je peux le voir maintenir le combat debout sans avoir de difficulté avec le karaté range de Nelson. Donc j'avoue que j'étais un peu tenté par la cote de Kevin Holland, un peu à l'image de Molly McCann, tu vois, c'est juste un blocage de me dire ok,
mec, t'es en train de mettre des unités sur Kevin Holland, ce qui est pas rassurant. Ouais. Mais sous cet angle-là, je me dis, voilà, en welterweight, bah, il n'a pas eu les mêmes problèmes qu'en middleweight. De l'autre côté, il rencontre pas beaucoup de grappleurs en welterweight, donc on n'a pas cette data non plus. Voilà, donc ça me fait un peu hésiter, et surtout que maintenant les codes se sont rapprochés. Tu vois, quand il était à 2, bah, forcément c'est un peu plus intéressant que maintenant qu'il est à 1,90. Ouais, j'hésite. Cet angle, tu vois, là c'est pas un angle d'analyse technique ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste, ok, on tire toutes les datas welterweight, parce que ce combat est en welterweight, et on ne voit pas de problème face à des grappleurs. En même temps, il n'a pas rencontré beaucoup de mecs qui voulaient le mettre au sol en welter. Maintenant, voilà, il a soumis Michael Chiesa quand même. Après, ça part d'une frappe debout. Je peux voir quelque chose qui se produit comme ça, mais avec un TKO. Donc, voilà, je sais pas. Et même sur la durée du combat, je suis pas sûr, parce que Gunnar Nelson, voilà, de temps en temps, comme tu dis, son volume est tellement faible debout qu'il laisse pas beaucoup de portes ouvertes non plus pour se faire finaliser debout. Donc voilà, encore un sur lequel je dois réfléchir. J'avoue qu'à 1,90, là, je vais peut-être moins réfléchir et juste rester loin. Si la cote rebouge et repasse au-dessus de 2 pour Kevin Holland, il y a de fortes chances que je prenne le risque, et je vais appeler ça comme ça. Écoute, moi, sans réfléchir ni quoi que ce soit, j'avais directement mis une unité sur Gunnar Nelson. Alors, est-ce que c'est le cœur qui parle? J'en sais rien. Mais mais je pense que sur ce genre de combat, enfin voilà, Gunnar Nelson va arriver très concentré. Je pense que, comme je te l'ai dit, le fait d'avoir perdu, ça l'a quand même pas mal affecté. Il revient sur un combat, il est revenu en 2023 sur un combat de relance. Enfin voilà, où on était, on l'a oublié parce que c'était clairement un combat de relance qu'il a gagné relativement facilement. Là, pour moi, ça reste un combat qui a été mûrement choisi pour aussi le relancer, voir où est-ce qu'il en est. Donc c'est un deuxième, entre guillemets, combat de relance, tu vois. Et je m'attends à clairement qu'il soit relativement patient, qu'il trouve une ouverture et qu'il l'emporte sans trop de dommages et de manière relativement propre, tu vois. Donc j'ai vraiment du mal à voir Kevin Holland. Je sais qu'il y a tout un discours sur Kevin Holland. Ouais, c'est l'underdog sur qui parier, mais je suis depuis ces derniers combats, je suis vraiment pas convaincu, tu vois. Ouais, en fait, c'est clair. Je crois qu'il faut arrêter avec le. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ce combattant-là, mais je crois qu'il est passé du côté obscur des journeymen, tu vois. Mais je comprends qu'on l'aime. Maintenant, je pense pas que les parieurs l'aiment. En fait, justement, moi, c'est plus le profil où j'aime bien parier contre lui. Par exemple, avec The Reader, je m'étais positionné sur The Reader avec un petit bonus pour la soumission, donc ça m'avait mis bien. Ouais. Ici, voilà, c'est vraiment la division qui me fait hésiter. Maintenant, je viens de regarder, là, Gunnar Nelson par soumission, c'est à 3. Gunnar Nelson a gagné 14 combats par soumission. Kevin Holland en a perdu 4 ou 5 par soumission dans sa carrière. Voilà, le 3 peut peut-être... ouais, c'est peut-être une autre porte ouverte. Il va finir en monte dessus, il va lui mettre des coups. Moi, c'est comme ça, ma vision. Mais ouais, elle reste intéressante. Je pense que ça, ouais. Sans trop miser, étranglement arrière, ouais, pourquoi pas. C'est le chemin. En tout cas, si j'étais dans le coin de Gunnar Nelson, on travaillerait là-dessus, tu vois. On travaillerait sur aller chercher le dos de Kevin Holland parce qu'il y a un chemin pour y arriver, quoi. Que ce soit debout ou au sol. Ouais, clairement. Ah bah oui, clairement, hein. Mais pour moi, c'est plutôt prendre le dos. Il va après vouloir l'aplatir sur son ventre et puis il peut obtenir un TKO. Ça, c'est plutôt le chemin de victoire que je lui conseillerais, tu vois. Ouais, après, Avec voilà, c'est ça. C'est quand tu paries sur une soumission, t'es chaque fois à la frontière avec le TKO. Ouais. Mais non, moi je vais me positionner sur Gunnar Nelson. Et autre chose sur la question du poids, tu en parlais. Mais Gunnar, c'est un gros 77 kilos. Et quand on voit la reprise de Kevin Holland, quand il a combattu la dernière fois face à The Reader, franchement, pour un combat dans la KT au-dessus, il était le soir du combat à 86,4. Donc, il a été pesé à 83,9. Le lendemain, il était à 86,4, quoi. Il n'y a pas de cut, quoi. C'est même pas qu'il n'y a pas de cut, mais 86,4, ça veut dire qu'il va être à combien là? Il va descendre à 77 kilos, il sera jamais à 86,4, tu vois. Il va être encore plus bas, il va être à 85. Et j'en suis persuadé que Gunnar, il sera au-dessus. Ouais, il va être à 88, tu vois. Il va être 2-3 kilos supérieur, sûr et certain.
Bah, écoute, là, notre petit échange me fait quand même hésiter. Donc, je vais peut-être me laisser convaincre par me positionner contre Kevin Holland, mais pas trop d'hésitation non plus, Chris, parce que sinon, Ouais, c'est la route vers le effectivement. regret, ça. Ça, c'est la route vers le regret. Ok, on passe au co-main event avec un combat qui pourrait avoir des implications pour la ceinture. Carlos Hulberg est 4ème au classement Fight Minds, 6ème au ranking UFC. Jan Blachowicz est 9ème au classement Fight Minds, 3ème au ranking UFC. Carlos Hulberg est à 11 victoires, 1 défaite dans sa carrière, en étant rentré à l'UFC avec un palmarès intact en 4 combats. Il affiche 7 victoires par KO et 1 par soumission, soit 73% avant la limite. L'ancien champion Jan Blachowicz a une expérience de 40 combats professionnels, 29 gagnés, 10 perdus et une égalité. À l'UFC, il est à 12-7-1. Avec 9 KO et autant de soumissions, il termine ses adversaires dans 62% de ses victoires. Hulberg est invaincu depuis sa défaite dans ses débuts à l'UFC. Il est sur 7 victoires consécutives, ayant dernièrement enchaîné Jung par étranglement en septembre 2023, Menifield par KO en mai 2024 et Ozdemir à la décision en novembre dernier. Après avoir perdu sa ceinture, le Polonais s'est refait contre Rakic en mai 2022, puis est allé chercher l'égalité face au champion actuel Ankalaev. C'est lui qui a ensuite accueilli Alex Pereira en 93 kg, combat qu'il perd à la décision partagée. C'était en juillet 2023. Carlos Hulberg, très bon striker pour la division. Très haut volume avec 7.20 frappes qui touchent à la minute. Alors, il faut compenser ça. Il a beaucoup de finish et des finishes type TKO. Donc, ça augmente ton volume forcément quand tu touches bien quelqu'un et puis tu viens envoyer 15 coups sur 10 secondes. Ben, forcément, tes statistiques augmentent. Défense de takedown qui tient assez bien la route avec 83%. Il monte progressivement dans la division. Chaque étape a du sens. Il est passé de Menifield à Ozdemir. Maintenant, il passe de Ozdemir à Blachowicz. Ça fait sens. Donc Blachowicz, il est vraiment arrivé à l'UFC sans avoir le calibre top 15, mais il a salement progressé. Il est difficile à toucher debout. Il a le Legendary Polish Power. Il peut lutter, il peut combattre intelligemment. Mais voilà, il est inactif. Il a subi beaucoup de blessures, nuque et épaules récemment. C'est pas rien. Il a 42 ans. Alors oui, il a un style qui n'est pas dépendant de facultés athlétiques, donc je pense qu'il peut rester performant à un âge plus avancé. Mais voilà, ça reste un facteur X, surtout face à un Carlos Hulberg. Il n'est pas tout jeune, mais il a commencé sa carrière relativement tard, donc il est frais, on va dire ça comme ça. Quel est ton read sur cette opposition en 93 kilos? Moi, je vois vraiment une opposition de style, une opposition de génération aussi, je suis d'accord là-dessus. D'un côté de la vitesse, de l'autre côté, Blachowicz, je trouve de plus en plus forcément lent. Mais non, je pense qu'il a toujours été un petit peu lent. Mais par contre, voilà, il a un solide menton. Ouais, c'est simple, j'ai mis deux choses. Soit ça part d'un côté, on va avoir un Blachowicz qui va lutter, bloquer et reproduire ce qu'il avait fait au partenaire d'entraînement d'Hulberg. Donc, c'est bien son partenaire d'entraînement, hein, à Adesanya, hein. Oui, il s'entraîne au City Kickboxing, donc bien le partenaire d'entraînement. Donc voilà, donc ça c'est le premier reel, lutte sol, combat relativement frustrant pour Hulberg et pour nous. C'est la première chose que je vois. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, moi je pense que Blachowicz, il a quand même beaucoup d'ouverture debout. Il a tendance à tendre les bras, tourner un peu la tête. Je trouve parfois un petit peu lent. Et effectivement, je pense qu'un Carlos Hulberg est un très très bon striker et il pourrait le mettre KO. Voilà, ça c'est mes deux lectures. Alors il y a une lecture j'aurais tendance à voir plus facilement. Tu as parlé du parcours de Carlos Hulberg et je me suis dit quel profil lutteur ou voulant lutter a-t-il affronté? Et là, j'ai été étonné de voir pas grand monde, tu vois. Exact. Et donc ça va être un véritable combat test. Ça va être un véritable combat test. Et sur ce chemin-là, Jan Blachowicz, il a peut-être 42 ans, mais il en a parlé sur le dernier combat vis-à-vis d'Ankalaev, où il avait conseillé à Ankalaev de lutter, tu te rappelles. Il l'a fait pour Adesanya, je suis sûr qu'il le refera à nouveau sur Carlos Hulberg. Je pense qu'il a pris ce combat-là parce qu'effectivement, c'est un combat où il y a un véritable chemin de victoire qu'il est capable d'obtenir. Il est durable, comment je pourrais dire, ouais, il saura faire ce qu'il est capable de faire le minimum, tu vois. Ouais, et puis il a l'expérience aussi, il a l'expérience à haut niveau. Donc, Et Adesanya, c'est pas genre il l'a jeté dans tous les sens, hein. Il a pris quoi, 3 takedowns, je crois.
Ouais, ouais, encore une fois, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce Juste qu'il ce fallait. qu'il Il s'est fallait. rendu difficile. Il s'est rendu difficile à toucher debout. En fait, il a vraiment pris la route que j'appelle Jack Slack. Quand Jack Slack, il analyse en combat en disant, ben, l'autre est meilleur que toi dans certains domaines. Ton premier objectif, c'est de faire en sorte que l'autre ne puisse pas vraiment développer sa force. Ouais. Et une fois que tu fais en sorte, par ton style ou par ton approche, d'enlever la force de ton adversaire, Mhm. là tu peux commencer à travailler sur les autres chemins. Et c'est vraiment ce que Blachowicz avait fait. Il avait empêché Adesanya de développer son jeu de feinte, d'avoir ses reads et de capitaliser sur les réactions. Et Mhm. une fois qu'il a fait ça, ben, il avait une version Adesanya sans sa force principale. Et puis il a développé son jeu derrière et il a pris les rounds après. Donc c'était vraiment cette voie-là et je trouve ça très... ouais, c'est une approche intellectuelle. Donc voilà. Donc sur la question des blessures, là, tu parlais des blessures. Moi, j'étais pas trop au courant. Donc je sais pas à quel Ouais. point ça peut entacher le combat, mais j'imagine qu'à ce niveau-là, Blachowicz, bah, enfin voilà, il doit être en état quand même pour le faire, tu vois. En fait, moi je t'avoue à 100%, c'est ça qui me freine. De base, quand j'ai vu 1,32 contre 3,10 Ah, en termes de cote, tu je me t'es suis dit dit, gros. là c'est dog. Ah Ouais, ouais. dog. Mais moi, je t'avoue, je me suis dit la même chose. Voilà. Et après, j'ai entendu, ben, justement, en allant écouter des podcasts de parieurs, justement pour les informations sur Morgan Charrière, Mhm. pour avoir un peu leur avis à eux, ben, j'ai écouté la suite et c'est là où j'ai appris les blessures de Blachowicz. Et c'est vrai qu'avant épaule et nuque, ben, il a déjà combattu avec des trucs à ses chevilles, à ses genoux. Donc je Mhm. pense que son corps a beaucoup subi au cours de sa carrière. Et alors je te rejoins, tu vois, il y a plein d'éléments qui peuvent faire pencher du côté de Hulberg. Il y a sa vitesse, il a faim, il est actif. De l'autre côté, Blachowicz, bah, c'est le meilleur grappleur que Hulberg ait jamais rencontré. Mhm. Blachowicz, il vient avec des stratégies, il va venir ici pour le lutter. Maintenant, Blachowicz, ses dernières performances, voilà, il gagne contre Rakic, il n'était pas super bien dans le combat, c'est Rakic qui se Ouais. blesse. Contre Ankalaev, bah oui, tu fais égalité contre Ankalaev, c'est une performance en soi, mais Ah le oui. combat n'était pas non plus d'exception. Le combat contre Pereira, on peut pas trop en tirer parce que c'était en altitude, mais voilà, c'était pas non plus le combat qu'on va vouloir regarder plusieurs Bah, il fois. fait quand même une Avant ça, il sculpte, perd sa hein. ceinture contre Glover Teixeira. Ah, c'est pas la performance du siècle. Donc voilà, même contre Reyes, il fait un assez bon combat, mais c'est surtout un beau KO. C'est pas vraiment qu'il était en train de dominer jusqu'au KO. Donc voilà, il y a des éléments qui me freinent. De l'autre côté, bah, toi et moi, on aime bien le côté intellectuel. Je pense que le côté intellectuel est plus du côté de Blachowicz. City Kickboxing, honnêtement, ça fait un peu mal au cœur de le dire, mais ils sont plus ou moins décevants dernièrement sur l'aspect préparation et stratégie. Ouais, et je crois pas que On Carlos. avait parlé, Kevin Rousset, voilà, ça nous avait un peu déçus sur l'approche de son dernier combat. Mm. Adesanya, il vient plus spécialement avec une approche appropriée. Donc on se pose quand même des questions. Enfin, moi je me pose quand même des questions sur ouais, la préparation au City Kickboxing. Tu vois, il y a des équipes qui ont vraiment surclassé tout pendant un petit moment, et puis Mm. maintenant on se pose des questions. On pense évidemment à Greg Jackson, hein, c'était le mec le plus intelligent du game pendant des années, et puis là on n'en parle plus du tout. Ouais. Ouais, il y a ce genre de vague comme ça. Est-ce que tu te renouvelles? Trevor Whitman aussi à un moment, c'était genre le dieu de la stratégie, et puis récemment il est plutôt décevant dans son approche. Mhm. Donc, donc voilà, ici j'ai vraiment envie de me mettre sur le dog, mais les blessures et l'inactivité me freinent un tout petit peu. Donc peut-être avec un tiers d'unité pour en récupérer une en cas de victoire. C'est peut-être ça. Parce qu'on est sur un 70-30 bien ancré pour Hulberg. Tu me fais ce combat-là il y a 2 ans, ouais, d'office, je me mets sur Blachowicz. Ah Sans ouais, hésiter, tu vois. sans hésiter. Donc clairement, ce qui me fait Ouais, hésiter, c'est plus le narratif. et tu Ouais. mets ce combat-là dans un an, d'office, moi je mets sur Hulberg, tu vois. Voilà, exactement. Et Donc, donc on est sur la transition. ouais, on est vraiment sur l'aspect transition et on sait pas de quel côté ça peut pencher. Moi, je veux pas me positionner, je crois, sur ce combat-là. Je t'avoue que Blachowicz me donnait très envie quand j'ai vu les cotes. Maintenant, on est sur un 3 rounds, si je dis pas de bêtises. Ouais. 3 rounds, Hulberg, ça tape fort. Ouais. Il sera bien préparé. Blachowicz, est-ce que suite à ses blessures, il aura réellement travaillé ses transitions? Parce qu'il faut pas croire, hein, Hulberg, ça va pas être un gars qui va être facile à mettre au sol, sauf si ça enchaîne. Donc je vois très bien un Blachowicz rentrer double leg, tu vois, ce qu'il fait habituellement, et puis un Hulberg relativement grand, beaucoup plus lourd qu'Adesanya, qui réussit à sautiller, à rester sur un appui. Et si Blachowicz ne transitionne pas, je sais pas, sur un inside leg trip, donc ou autre chose,
il va arriver à la cage et puis il va rien se passer, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des scénarios qui sont hautement probables. Ouais. Donc moi, je vais rester loin. Si vous vivez en Pologne, peut-être, vous connaissez Blachowicz, vous l'avez vu vous entraîner, vous savez par exemple qu'il a bien bossé sur ses transitions en lutte et que sa stratégie, elle est déjà bien définie. Ouais, d'office, tu peux te positionner, tu vois. Mais sans tous ces éléments-là, moi, je vais rester loin. Ouais, en plus, tu regardes les crochets avant de Hulberg et puis tu regardes comment Blachowicz s'est fait finaliser par Thiago Santos. Il y a aussi tous ces dangers-là. Donc, ouais, ce combat est hésitant. Ouais, c'est vraiment les cotes qui m'attirent un tout petit peu du côté de l'ancien champion. Donc, ouais, je comprends. À réfléchir. Allez, on y est. On va passer au main event juste après le Tale of the Tape. Sean Brady est le 5e contender au ranking UFC et 8e au classement Fight Minds. Il a remporté 17 de ses 18 combats et possède 7 victoires sur 8 apparitions à l'UFC. Il a gagné 8 combats avant la limite avec 5 soumissions et 3 KO, soit 47% de ses victoires. Leon Edwards est le numéro 1 à l'UFC et chez Fight Minds. 22 victoires, 4 défaites et 1 no contest, c'est son palmarès qui, à l'UFC, s'élève à 14 victoires pour 3 défaites et le no contest. 7 KO, 3 soumissions et 11 décisions. Il est à 48% de victoires avant la limite. L'anglais mesure 1m88 et a un hip ratio de 1 tout rond. Il profitera donc d'un avantage de 10 cm en taille et 4 cm d'allonge sur l'américain. Nous sommes sur 2 rythmes complètement différents. Edwards est plus mesuré avec 2.68 frappes qui touchent à la minute contre 4.09 pour son adversaire. Brady obtient 3.49 takedowns par 15 minutes avec un taux de succès à 52%. Ce sera mis à l'épreuve contre la takedown defense à 65% de Leon Edwards. Sean Brady enchaînait sa série d'invincibilité en battant Jake Matthews par soumission au 3e round en 2021, puis Michael Chiesa à la décision unanime. Cette série de 15 victoires a été stoppée net par le champion actuel, Belal Mohamed, par TKO à la fin de la 2e reprise. Sean Brady revient pour soumettre Kelvin Gastelum et pour ensuite dominer Gilbert Burns en septembre 2024. Après avoir battu Nate Diaz en 2021, Leon Edwards créa la surprise sur Kamaru Usman. Il devient champion et défend ce titre à la décision sur son 3e combat contre Usman. Il dominera ensuite Colby Covington avant de perdre la ceinture contre Belal Mohamed en juillet dernier. On l'a analysé, vous pourrez le trouver sur la chaîne, pensez donc à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Brian, on était de base surpris par les cotes et au final on s'est fait une raison surtout due au facteur X qui entoure Leon Edwards. Est-ce que depuis mardi ta vision du combat a évolué en sachant que les cotes n'ont pas trop bougé? Edwards c'est à 2,30, Brady à 1,55, on est donc sur un 60-40 pour Brady. Ça s'est légèrement écarté depuis notre enregistrement, donc malgré un Brady favori, les gens se mettent sur le favori. Bah écoute, moi j'ai fait le grand écart sur ce combat-là. Hein. Donc quand ça a été annoncé, on m'a demandé le lundi, je dis attends, mais Leon Edwards c'est un bien meilleur striker, il va l'éteindre. Et je reste convaincu que Leon Edwards c'est un meilleur combattant. En règle, enfin voilà, je pense que c'est un très bon combattant. Par contre, voilà, on a un Brady qui est en pleine progression, qui a un véritable chemin de victoire. Et vu le narratif, vu les derniers combats de Leon Edwards, c'est un combat, je pense, sincèrement, plus ça avance, plus je me disais non, tu vas rester loin, tu vas rien mettre dessus. Et ce matin, je me suis dit, écoute, la plupart du temps, lutteur, grappleur contre striker, sur qui tu paries, tu vois. Et c'est vrai que personnellement, dans la vision du MMA que j'ai, c'est clair que le lutteur grappleur, je le vois toujours supérieur au striker, tu vois. Et face à un profil striker qui, en plus, nous a montré qu'il voulait parfois prouver en grappling et en lutte, face à des lutteurs grappleurs, et pas qu'une seule fois, il l'a fait à 2-3 reprises quand même, eh bien, pour moi, ça va pas à son avantage, tu vois. Ça va pas à son avantage. Donc là, comme ça, j'avais envie de poser sur Brady. J'avais envie de poser une unité sur Brady, ouais, effectivement. J'entends à 100%. Moi, j'avoue que je suis vraiment incertain. En général, j'ai plutôt envie de me positionner sur le gars qui va se battre pour mon argent. Edward ne rentre pas du tout dans cette case. De l'autre côté, j'ai pas encore vu Brady gagner un combat qui lui était compliqué. Pareil, en général, je préfère me positionner du côté de celui qui gagnera les minutes plutôt que les moments. Et là, clairement, avant que le combat ait lieu, si on l'imagine, on se dit Brady va gagner les minutes.
et Edwards va prendre des moments. D'ailleurs, quand tu revois le combat Edwards contre Belal, bah, le premier round est difficile à scorer parce que c'est clairement minutes du côté de Belal et moments du côté de Edwards. Les juges sont splits. Le 2 et le 4 sont clairement à l'avantage de Belal parce qu'il prend toutes les minutes. Le 3, c'est pour Edwards parce que il prend les minutes, mais suite à un moment, c'est Belal qui fait une grosse erreur. Il se quand il donne dos son et dos, puis, ouais, c'est ça. Donc, tu as une erreur de concentration. Ouais. Et dans le 5, c'est un peu split aussi au niveau des juges. Tu as Belal qui gagne les minutes, mais la dernière minute, littéralement, Edwards, Belal avait le dos de Edwards. Edwards se retourne, il envoie une pluie de coups, notamment un coup de coude qui ouvre Belal. Et donc, il y avait quand même un des juges qui dit, OK, le dégât de la dernière minute surclasse les 4 premières minutes. Donc, c'est vraiment ce genre de combat que je vois ici aussi. Donc, je me positionnerai plus du côté de Brady. Et puis, j'aime pas parier sur des gens qui ont une mauvaise communication après une défaite. Donc, tout me pousse vers Brady. Mais j'ai pas encore déclenché. J'ai pas encore réussi à me convaincre pour la bonne et simple raison, comme tu le disais, que Edwards, selon moi, est meilleur. Et c'est une question de est-ce que Edwards sera capable de délivrer tout son potentiel dans ce combat, ou est-ce qu'il va encore faire des erreurs d'ego, ou est-ce qu'il va encore être trop attentiste et nous frustrer. Donc voilà, je pense aussi, si je me positionne, c'est du côté de Brady. Mais t'es un peu comme moi à te poser la question si tu déclenches ou pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est ça. Et sur le temps, sur la durée, tu trouves que... Je sais pas à quoi ressemblent les cotes, mais comme ça, de prime abord, si je me sens plus à l'aise de mettre sur une décision que sur un finish. Ouais, Encore une fois, ouais, je pense que Edwards Bah, est difficile à finaliser. Brady, c'est un excellent grappleur, mais c'est pas. Tu l'avais dit, je pense, dans l'analyse. Il a pas beaucoup soumis en MMA, pas tant que ça. Donc je crois que Edwards, il va être très difficile à soumettre. Et Edwards, ouais, c'est un opportuniste debout, mais Brady va être très conscient de ça aussi. Combat à son terme, 1,54. Ah, ouais. Donc 2,35 sur la cote que le combat ça se n'aille pas termine. à la décision, qu'il se termine, tu vois, avec un finish. Ouais, c'est pas. Peut-être un combat qui dépasse la moitié, c'est à combien? Ça va être à 1,30, c'est ça ou quoi? 1,21. Ouais. Ouais, non. Ah là là, elles sont trop bien faites les cotes, là. Ah, les cotes sont bien faites, ouais. Les cotes Non, sont non. bien faites. Ouais. Ouais, dans ce combat, les cotes sont bien faites, mais Enfin, en fait, c'est ça le truc, c'est que elles sont bien faites, mais elles sont intéressantes. Si, et je pense qu'il y a pas mal de gens, on l'a vu dans nos commentaires, si des gens sont convaincus que Edwards va venir en mode concentré, bah ouais, mettez-vous, enfin, tu vois, tu dois même pas hésiter, oui. tu vas sur Edwards, le mec est underdog, il est à 2,30, ça a pas à changé domicile depuis. en plus. Ouais, il a 2,20 maintenant, ouais, à domicile, donc il y a plein Sur- aux heures européennes, hein, c'est pas à 4 heures du mat. Face à un lutteur grappleur, donc un profil normalement qui gère relativement bien, un Ouais. boxeur qui fait des erreurs de défense et qui est au début de son apprentissage enfin, début entre guillemets de son apprentissage, ça veut dire qu'il a la première couche d'apprentissage de la boxe, très très propre, bonne défense, puissant, il transfère bien son énergie, mais c'est clair que dès que tu passes sur la deuxième couche, sur les feintes, etc., il peut avoir des tendances à avoir les mêmes systèmes défensifs, les mêmes trucs. Donc oui, normalement, un Leon Edwards devrait bien concentré, devrait le battre. Mais voilà, sur ce qu'il nous a proposé, Ouais, c'est ça. on n'est pas hésitant C'est pour rien. exactement Quoi. ça. Et c'est pour ça que je pense que les deux cotes sont intéressantes sur base de quel scénario on se convainc de penser. Ouais, et puis comme tu l'as dit, Edwards concentré, tu te positionnes sur lui parce qu'il est underdog, et de l'autre côté, tu dis, bah non, Edwards, en fait, il est assez inactif. Brady, il a plutôt un haut volume de jeu, il est très entreprenant, donc il devrait faire un combat qui ressemble à celui de Belal, ou même à la revanche avec Ousmane, mais avec un tout petit peu plus de succès, ou sans se faire connecter au 5e. Et donc ouais. Et un Sean Brady, c'est quand même sa seule défaite de tout sport confondu entre guillemets, tu vois, c'est contre le champion actuel, contre Belal Mohamed. Ouais. C'est sa seule défaite, qui lui a mis un petit coup, j'imagine, sur le moral, parce que tu te fais mettre KO en boxe anglaise par Belal, c'est pas... ça fait tâche, on va dire. T'étais le premier à te faire KO par Belal Mohamed, ça fait un peu tâche. Mais sinon, c'est sur 18 combats, une seule défaite, donc 17 victoires. En grappling, il est à combien? Parce qu'en grappling, il venait à la base pour faire plaisir aux grappleurs. Et il bat Jones, Saunders, Martinez, c'est des noms, tu vois. Non, mais c'est des noms. Et en amateur, il a aussi des amateurs.
je sais pas, 5-6 amateurs qu'il a gagné. Ouais. Donc, faut pas dormir Machine à dessus. victoire, ouais. Et je pense qu'il y a ça aussi. Il y a le fait que la défaite qu'il a mis un gros coup sur sa cote, clairement. Sean Brady, le voir se faire mettre KO par Belal Mohamed, je vous rappelle que Belal, bah voilà, hein, l'image que beaucoup de personnes ont de lui, avaient de lui, notamment avant le combat contre Leon Edwards. Contre Leon Edwards, je sais plus ce qu'on avait dit, mais Belal, on se rappelait juste du début du premier round et on le voyait se faire taper par Leon Edwards, tu vois. Ouais. 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 Et voilà, Belal, c'est clair qu'il a cette réputation de machine à décision, pas frapper fort, et c'est vrai que se faire mettre KO par lui, c'est. Je crois vraiment que Brady s'est fait un peu surprendre par stratégie. Le fait de pas savoir le mettre au sol, et donc il avait peut-être cette vision, genre ok, mon chemin de victoire, je vais le mettre au sol et je vais le dominer là, et puis ça a pas fonctionné, et donc il était Belal, un peu mais surpris. Belal est capable, enfin voilà, c'est un combattant qui est capable d'aller dans le chemin de victoire et d'y rester. Et puis il est là pour la victoire. Il a le style peut-être le plus moche. Je sais pas si c'est moche. Moi j'aime bien. Bah nous on aime bien. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Je crois que les 3 derniers récaps qu'on a fait sur Belal, on doit respecter ses ouais, moi performances parce qu'elles sont au top, quoi. Enfin moi c'est des combats que j'apprécie regarder clairement. Ouais. En termes de technicité, en termes de chaining, ce qu'il va proposer, moi j'aime beaucoup regarder. C'est clair qu'il y a mais comme avec Nurmagomedov, tu vois, tu peux faire des low light, tu vois, tu prends les pires moments qu'il a fait, où il glisse, où il envoie un crochet dégueulasse, etc. Ah oui, tu peux faire des trucs catastrophiques, tu vois. Mais ça, je pense que tous les combattants, au final, tu peux faire des low light. Presque. À part Sandhagen. Je sais pas. Mais c'est vrai que tu peux plus facilement faire avec lui, tu vois. Ouais. Mais vous les avez tous vus avec Nurmagomedov, c'est low light en boxe anglaise, tu vois. Ça n'empêche que voilà, ça reste d'excellents combattants et qui sont, enfin voilà, très très bons. Donc oui, moi je vais peut-être me mettre sur Brady, peut-être une unité. Je vais réfléchir encore sur aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment le coup, mais sûrement. Ouais. Écoute, moi j'ai encore pas mal de réflexions à faire. À un moment, je me suis dit, tu sais quoi, faire à l'aveugle, genre 0,25 unités sur tous les underdogs de la carte. C'est le genre de carte où je me dis, voilà, il y en a peut-être 2 qui vont passer et c'est suffisant pour finir ta soirée en positif. Mais je crois pas que je vais faire cette stratégie-là. Maintenant que je l'ai dit, je vais quand même regarder après l'événement, genre si on l'avait fait, qu'est-ce que ça aurait donné. Mais voilà, je vais réfléchir à combien d'unités je mets sur Vucenic et si j'en mets. Je vais réfléchir à Hollande contre Gunnar Nelson. Je dois aussi réfléchir à si je me positionne sur McCann. Blachowicz, ouais, j'ai beaucoup de réflexions à faire. Ouais, sur les underdogs. Beaucoup d'underdogs, à part Vucenic. Et Brady. Mais sur Vucenic, moi je trouve. Ah oui, toi tu te positionneras sur Vucenic, ouais. Mais je crois que pour Vucenic et Brady, c'est soit je me mets sur le favori, soit je me mets pas. Et sur les autres combats, c'est plus Dogor pass. Ouais. Mais je pense que même Vucenic, il y en a pas mal qui verront un Dogor pass. Ouais, et je l'entends totalement, parce que là, il a combien Chris Duncan 12-2. Duncan, il a 4-20, Duncan. Donc, 4-10, pardon, 4-10. Donc, t'as un mec qui a 3-1 à l'UFC contre un gars à 0-1 à l'UFC. Bah ouais, presque à l'aveugle, t'as envie de te dire, 4-10 pour le mec qui a de l'expérience UFC contre un gars qui est encore vert et qui a pas encore gagné dans la promotion. Ouais, ça se tient, tu vois, sur le narratif. Ça se tient complètement. Ouais. Ok, Brian, un tout grand merci, les amis. À très vite. Ciao. Ciao tout le monde.